Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les réactions ont fusé suite à l'avis publié par la Haute Cour constitutionnelle sur la demande du parti Malagas Meramieng de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. L'étendue des aires protégées de Madagascar ne cesse de diminuer à cause des exploitations illicites. Aux États-Unis, cette mesure surprise du président Barack Obama, Washington a abrogé avec effet immédiat le régime spécial d'immigration pour les Cubains. Les autorités cubaines y voyaient une incitation à quitter l'île et à encourager l'immigration dangereuse. Le président a continué sa politique de normalisation avec la Havane. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorir, Québec Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, les réactions ont fusé suite à l'avis publié par la Haute Cour constitutionnelle sur la demande du parti Malagas Meramieng de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. En général, les dirigeants actuels, la HCC en l'occurrence, ne respectent pas la démocratie et la Constitution. Reportage de Zora Koutounjine. L'avis de la HCC qui dispose que l'on ne peut présentement procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale a étonné plus d'un. Cette cour envoie la balle à l'exécutif au motif que la loi numéro 2011-013 du 9 septembre 2011 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition connaît des lacunes et des insuffisances. Pourtant, cette même loi a été adoptée, déclarée conforme à la Constitution et promulguée en bonne et due forme. D'après maître Willy Razafnzatouv, dit maître Olala, les dirigeants ne respectent pas la démocratie. En tant que malgache, en tant que citoyen, je ne parle pas en tant que juriste, parce que si je suis un juriste, tout de suite j'ai trouvé plein de choses à dire, parce que rien n'est normal dans tout ce qui a été dit. Parce que n'importe comment, le président de la HCC, qui a été nommé par le président, qui a été travaillé par le président pour être là, obligatoirement, et au fond de lui, d'une façon automatique, va toujours repousser ce que va demander l'opposition. J'entends par là, comme quoi, si on veut jouer vraiment dans la démocratie veut qu'il y ait une opposition, ce qui est prévu par la Constitution. Alors qu'entre-temps, quand on avait soumis en contrôle des constitutionnalités cette loi résistant l'opposition, ils ont accepté cette loi. Maintenant, Monsieur le Président de la HCC, je parle de lui parce que je connais à peu près tous ceux qui sont là-dedans, parce que ce ne sont pas les styles des gens qui sont dans la HCC et tout ça, mais je parle en particulier le Président parce que je le connais à peu près, et sûrement, personnellement, les styles de vie, de revirement de temps en temps qu'il voudrait bien. Moi, je dis que ça vient de lui,
Lui, quand il veut ça, il veut ça, il veut pas ça, il veut pas ça. Demain, aujourd'hui, il va dire que c'est oui, demain, il va dire non. Pour Christine Razanama Assouf, députée de Madagascar et ancienne ministre de la Justice, la Cour d'Amboïda se défile à travers cet avis qui a provoqué un séisme dans le monde constitutionnel. Faisant suite alors à la requête du président de l'MMM, M. Adzo Andianainalvin, moi je pense que c'est un avis qui ne résout pas du tout la question du statut de l'opposition à Madagascar. Moi, je pense que la HCC s'est contentée de renvoyer la balle au gouvernement, et ça, quand elle veut. Parce que c'est pas la première décision, le premier avis où la HCC souvent ne donne pas ses décisions, ne résout pas le problème. Mais à la HCC elle-même, parce qu'elle est investie de tous les pouvoirs, justement, pour donner une solution définitive à un problème, mais là, je vois que quand elle le veut, elle le dit, elle résout le problème, mais quand elle ne veut pas, à l'instar du mandat impératif que la HCC a carrément changé en mandat représentatif. Et qu'est-ce qui empêche alors cette HCC de donner un avis définitif? Il s'agit d'une manœuvre dilatoire pour empêcher la mise en place officielle de l'opposition au sein de la Chambre basse. Mais là, ça arrange les problèmes pour le pouvoir. Parce que là, le pouvoir peut toujours régner en seul maître absolu dans le bateau, puisqu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition qui puisse vraiment exercer son statut d'opposition. Et bien là, on va encore tout droit vers un régime qui va se contenter d'exercer, sinon un pouvoir absolu, une dictature, et entretenir cette situation ne ferait que l'avantager et pourrait même terminer son mandat sans opposition, ce qui est tout à fait contraire au principe. Cet avis de la Cour d'Amboïda crée un précédent dans le droit constitutionnel malgache. La plus haute instance judiciaire du pays bute sur une loi qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution et promulguée par le chef de l'État. Mais l'on attend si l'exécutif se conformera à cet avis de la HCC qui a stipulé que des textes réglementaires doivent être pris dans les meilleurs délais et selon les conditions indiquées par le présent avis aux fins de remédier aux lacunes et insuffisances précitées et afin de permettre l'installation de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale ainsi que la désignation de son chef dans le respect de la Constitution. Faut-il rappeler que la HCC a déjà affirmé que l'article 6 du Code de la communication, médiatisé, a été jugé contraire à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais que le président de la République a quand même promulgué la loi en l'état. Dans tous les cas, la HCC a perdu de sa valeur à travers des décisions, avis et interprétations douteuses comme la nomination du Premier ministre, l'instauration d'impact de responsabilité qui ne figurent pas dans la Constitution. Sur un tout autre sujet, la sécheresse est devenue une réalité dans la Grande Île. Pourtant, les dirigeants tardent à prendre les mesures y afférentes. Ce n'est que cette semaine, après le Conseil des ministres de mercredi, qu'une décision a été prise. Des pluies artificielles seront bientôt déclenchées. Reportage de Daniela Ratouin-Doarson. Mis à part les différentes nominations, la provocation de pluies artificielles a été évoquée lors du Conseil des ministres à Yavlou mercredi dernier, suite à une décision prise par le ministère de l'Agriculture et du ministère des Transports et de la Météorologie. Selon cette décision, la provocation se fera dans les plus brefs délais. Pourquoi a-t-il fallu attendre que la situation soit alarmante avant le déclenchement de pluies artificielles? Selon les informations reçues, la provocation de pluies artificielles coûte à peu près 20 millions d'ariars, soit 60 millions d'ariars pour une campagne de 3 provocations. Mis à part le fait que le budget soit prêt, d'après le directeur général de la météorologie, les conditions de déclenchement ne sont pas encore remplies.
Le déclenchement de pluies artificielles ne peut pas se faire comme ça. Plusieurs conditions doivent être remplies. Le budget est déjà prêt, mais d'autres conditions manquent encore. Je précise également que cette sécheresse est due à nos actes. Si nous prenions juste conscience que les coupures d'arbres peuvent nuire à notre environnement, tout est résolu. Mais jusqu'ici, même si nous voulions qu'il pleuve, ce ne sera pas pour bientôt. Le manque d'eau ne concerne pas uniquement quelques régions de Madagascar, il affecte la grande île. Même si Madagascar fait partie des pays fragiles et sensibles au changement climatique, il appartient aux dirigeants de prendre les mesures adéquates pour faciliter la vie de la population. L'étendue des aires protégées de Madagascar ne cesse de diminuer à cause des exploitations illicites. Actuellement, il ne reste plus que 10% des étendues de forêt ayant existé à Madagascar. La situation risque de s'empirer, affirme un environnementaliste, si aucune mesure n'est prise au préalable. Reportage de Faizo Rafali. Actuellement, il ne reste plus que 10% des forêts ayant existé à Madagascar. L'étendue des aires protégées ne cesse de diminuer, comme le cas du site Maouza Indasibé qui figure parmi les plus visités. D'après les explications, les conséquences néfastes des exploitations illicites vont s'aggraver d'ici une vingtaine d'années si les responsables n'agissent pas. De nombreuses personnes exploitent du charbon ou des bois chaque nuit. On constate également que la superficie du site diminue. En 2008, Maouza avait une superficie de 1800 hectares. Actuellement, il ne reste que 1550 hectares et ce sera encore pire si cela continue. Un nouveau code de gestion des aires protégées a été élaboré. Cependant, son application fait face à divers obstacles. Il y a le COAP qui a été élaboré en 2015 qui n'est pas encore promulgué, mais c'est encore une refonte. N'empêche qu'il faut l'appliquer. Le défaut d'application de la loi empêche la protection maximale des aires protégées. D'après le président national de la Fédération des guides, la dégradation de l'environnement influe sur le secteur du tourisme à Madagascar. Par ailleurs, les exploitations illicites continuent à prendre de l'ampleur, comme le cas d'Indasibé où l'exploitation de tourmaline tourne à fond, le cas de Didi où 45 000 personnes exploitent du saphir. D'après notre source, un proche du président de la République est impliqué dans cette exploitation illicite. La réalité est que les lois afférentes à la protection de l'environnement et des aires protégées sont seulement élaborées dans le but d'obtenir des financements, mais ne sont jamais appliquées dans la réalité. La majorité de la population malagasy ignore la date du vendredi 13, alors que pour les pays occidentaux, c'est une date importante selon l'histoire du monde et selon les circonstances mondiales. Reportage de Muramanch. On est le premier vendredi 13 de cette année, pourtant, nombreux sont les Malgaches qui ignorent l'importance de cette date pour les pays occidentaux. Selon la coutume occidentale, pas de travail, pas d'études chaque vendredi 13. La crainte de cette date tirerait ses racines d'antiques mythes nordiques. Le chiffre 13 a aussi une connotation négative dans la mythologie nordique. Le nombre 13 qui implique d'ajouter une unité aux 12 parfaits vient rompre ce cycle régulier et introduit le désordre. Il détruit l'harmonie, il est synonyme de malheur. Pour ce qui est du vendredi, il est associé aux événements malheureux puisque ce jour-là, dans la Rome antique, que se déroulent également les exécutions des condamnés à mort. L'événement du vendredi 13 novembre 2015 en France a confirmé la croyance occidentale. Il est à noter que pendant cette année, il y aura 2 vendredis 13, dont un ce mois de janvier et un autre le mois d'octobre prochain. Sur le plan international, en France, les 7 candidats à la primaire socialiste avaient rendez-vous pour leur premier débat télévisé. L'émission a duré 2h30 et chacun a développé son programme. Le jeu reste très ouvert, le débat était respectueux. Les candidats n'ont pas débattu entre eux. France 24 revient sur les temps forts de ce débat. C'était la première question posée aux 7 candidats. Pouvez-vous, d'un mot, d'un seul, qualifier le bilan du président de la République? Tous se sont montrés très sévères à l'égard de François Hollande, exception faite de Manuel Valls. Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme. L'ancien Premier ministre se présente comme le successeur légitime du président sortant, en mettant en avant son expérience à la tête du gouvernement. Benoît Hamon, lui, a défendu son idée phare, la création d'un revenu universel, une mesure critiquée par la majorité de ses concurrents.
Philosophiquement, je pense que c'est une idée qui pose effectivement un grand problème. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, et c'est la question de la solidarité. La solidarité, nous l'avons construite pendant 2 siècles sur l'idée que ceux qui ont le plus donnent à ceux qui ont le moins. Là, on dit, tout le monde aura la même chose. Et quand on a fait la sécurité sociale en 1945, que disaient ses opposants ? La même chose que ce que je peux entendre aujourd'hui à droite quand on nous dit irréalisable. Quant à Arnaud Montebourg, il défend la valeur travail. L'ancien ministre du redressement productif veut taxer les banques pour lutter contre le chômage. La France n'est pas revenue de la période de crise. Elle y est encore. Mais les banques en sont sorties. Donc nous allons leur demander de financer mon plan de bataille contre le chômage, en leur prenant 5 milliards chaque année. Tous les candidats s'accordent néanmoins sur un point, le danger que représente le candidat de la droite, François Fillon. Au cœur de leurs inquiétudes, son programme de refonte de la sécurité sociale et sa politique étrangère vis-à-vis de la Russie et de la Syrie. Des oppositions donc, mais pas de heurts pour cette première confrontation. Rendez-vous dimanche pour le prochain débat. Toujours dans l'actualité internationale, le président Barack Obama met fin au régime spécial d'immigration pour les Cubains. Depuis plus de 50 ans, tout Cubain arrivé sur le sol américain se voyait accorder un permis de séjour. Cet accord sur la politique connu sous le nom de pied sec, pied mouillé est signé avec effet immédiat, une mesure réclamée de longue date par la Havane. Reportage de France 24. Dans ce centre pour migrants au Panama, l'information vient de tomber. Le régime spécial d'immigration pour les Cubains est désormais terminé. Pour cette famille en exil, sur le point de rejoindre les États-Unis via les frontières terrestres, c'est une très mauvaise nouvelle. On vient d'apprendre qu'Obama avait retiré la politique des pieds secs, pieds mouillés et on lui demande de ne pas le faire et de nous aider parce qu'on ne peut pas rentrer dans notre pays. On a vendu notre maison, tout, et on est ici. On ne sait pas quoi faire. Pieds secs, pieds mouillés. Avec cette politique migratoire, Washington accordait un permis de résidence aux clandestins qui touchaient le sol américain. Les immigrants retrouvés en mer étaient eux renvoyés. À Miami, en Floride, où se concentre une importante communauté cubaine, on a vu les effets négatifs de cette politique. Alors certains se réjouissent de la fin de ce régime spécial. Je suis contente que le gouvernement américain ait enfin retiré cette politique, parce que beaucoup de personnes sont mortes à cause de ça. Surtout des jeunes dans le détroit de Floride. D'autres craignent que ce changement n'apporte de l'instabilité sur l'île de Cuba. Cette situation pourrait poser problème au gouvernement cubain parce que les gens ne pourront plus partir et ils pourraient donc se rebeller. De nombreux Cubains avaient en fait anticipé cette décision. Depuis l'annonce du dégel entre les deux pays, le nombre de migrants à rejoindre les États-Unis a presque doublé. De près de 25 000 en 2014, il est passé à presque 47 000 en 2016. Avant de refermer ce journal, voici les points forts qui l'ont marqué. Les réactions ont fusé suite à l'avis publié par la Haute Cour constitutionnelle sur la demande du parti malagasy Meramieng de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle au sein de l'Assemblée nationale. L'étendue des aires protégées de Madagascar ne cesse de diminuer à cause des exploitations illicites. Et enfin, en France, les 7 candidats à la primaire socialiste avaient rendez-vous pour leur premier débat télévisé. L'émission a duré 2h30, chacun a développé son programme. Voilà qui clôture notre journal aujourd'hui. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.